Après toutes les réactions que nous avons reçues liées à la cérémonie d'ouverture, donc c'était vendredi soir, eh bien nous avons jugé utile de faire le point, de savoir comment se positionner, comment réagir, hein, tout simplement, sans hurler, sans grincher, hein, ce n'est pas le but. Hein. Le but, c'est tout simplement d'expliquer, de comprendre et puis de voir comment on peut réellement analyser cet événement et ce qui s'est passé. C'est à présent François Morinière qui est avec nous, ancien directeur du groupe L'Équipe, membre fondateur de Holy Games. Il était venu s'exprimer sur l'antenne le matin de la messe d'ouverture, hein, dont nous avions parlé, que nous avions diffusé sur notre antenne. Bonjour François Morinière. Bonjour Louis, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend parfaitement. Bonjour aux auditeurs, aux auditrices. Alors, c'est vrai qu'on ne va pas parler des médailles nécessairement et de tout l'aspect, j'allais dire, côté Ouais, ce jardin qui est des plus jeux. important quand même. Bien sûr, je sais bien. Je sais bien, on se réservera des possibilités de le faire, évidemment, sur cette antenne. Et puis, nous le faisons aussi régulièrement et nous sommes heureux de le faire. La question, c'est de savoir, François Morinière, je parlais des excuses du CIO tout à l'heure, de la manière dont le CIO s'était positionné par rapport à la cérémonie d'ouverture, en disant que, justement, il ne voulait porter atteinte, évidemment, manquer de respect à l'égard d'aucun groupe religieux, d'aucune croyance particulière. Si des personnes s'étaient senties offensées par certaines scènes, hein, on pense à la décapitation, on pense à la parodie de la scène de Léonard de Vinci, tout ce dont on parle depuis 48 heures, c'était totalement involontaire et qu'il en était désolé. Est-ce que le CIO, d'une certaine manière, François Morinière, comment dirais-je, un droit de regard sur la manière dont cette cérémonie s'est déroulée? Est-ce qu'en amont, il savait comment les choses allaient se passer? Alors d'abord, peut-être pour préciser pour tout le monde, c'est pas le CIO qui a présenté l'excuse, c'est le comité d'organisation, le COJO, qui a donc commenté les critiques émises dans sa conférence de presse hier et qui a dit qu'il avait fait tout ça en toute bonne intention, qu'il n'y avait aucune volonté de faire mal à quiconque, et donc le CIO a pris acte avec joie et soulagement de la position du COJO. Donc, Oui. alors donc, ce ne sont pas vraiment des excuses, c'est juste de dire que voilà, on a été, si les gens ont mal compris, on en était désolé. Voilà la position du COJO, c'est pas des excuses du COJO et c'est pas des excuses du CIO. Donc, faut un peu lire entre les lignes. Hein. Et donc, pour répondre à votre question, non, le CIO n'a pas n'a n'a pas eu Le droit de à regard. intervenir d'un droit de regard. Il savait juste le principe et les points clés de la cérémonie, etc. Et je pense que s'il avait eu un droit de regard, probablement les choses se seraient passées différemment. Vous-même, vous n'en aviez pas eu non plus? Moi, je suis rien du tout. Donc, et je crois que, en fait, très peu de gens ont peut-être justement l'intérêt de cette cérémonie, c'est comme toujours d'avoir un effet de surprise. Donc, je pense que très peu de gens étaient au courant du scénario, qui était quand même un très beau scénario sur le principe, il y a eu des moments extraordinaires. Donc, bien sûr que non, c'était une grande surprise préparée. Et je pense même que, je sais pas, je pense aux journalistes, peut-être que vous avez des journalistes accrédités. Je sais même pas si les journalistes accrédités ont eu un récit narratif avant de détailler de ce qui allait se passer. Je ne crois pas. Et donc, je crois qu'il y avait beaucoup d'effets de surprise. Voilà. Comment avez-vous vécu, François Morinière, vous-même, ce tableau de la parodie de la scène? Et puis, j'ai d'abord vécu une cérémonie extraordinaire. Enfin, moi, il faut pas réduire cette cérémonie à ça. Notamment, le début a été absolument extraordinaire avec la jolie histoire d'Arsène Lupin ou de cet homme inconnu qui parcourt Paris avec ses enfants et Zidane. C'était une très très belle idée. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Après, si vous voulez, je crois que alors après, il faut aussi noter que c'est une cérémonie qui a eu des moyens financiers considérables. Hein, donc c'est un budget alloué qui n'avait jamais été alloué dans le passé, puisque ça se passait dans un stade. Donc il y a une volonté des organisateurs et du président Macron d'en faire un événement exceptionnel et donc d'investir de l'argent que ça le soit. Après, je pense que l'erreur, si vous voulez, c'est que on parle à 2 milliards de gens, on parle à toute la planète, et donc on va dire les clins d'œil ou pardon, les inside jokes en anglais, ou les choses explicitement montrées, elles n'ont pas une valeur planétaire. Alors c'est tout le débat, c'est-à-dire est-ce que on prend un discours qui est compris par tout le monde, qui est un peu lénifiant, ou est-ce qu'on choisit de provoquer? Donc là, on a choisi de provoquer, évidemment. Pourtant, Thomas Sauli a dit que non, a dit qu'il ne souhaitait pas provoquer. Si, forcément, oui, mais enfin, il faut.
Je comprends qu'il essaye c'est normal, il essaye d'arrondir les angles. C'est bien qu'il le fasse, je trouve, parce que ça montre qu'il est intelligent. Mais bon, montrer la tête de la reine décapitée, si vous voulez, il y a des gens dans le monde qui sont décapités tous les jours. C'est un acte très violent. Alors, bien sûr, nous, on le remet dans notre contexte historique à nous. C'est-à-dire qu'on, voilà, et puis on veut dire qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire que pour faire la révolution, il faut aussi tuer. Oh, je sais pas. Oui, c'est notre histoire. Est-ce qu'on est très très fiers de ça? Est-ce que c'est drôle? Je pense pas. Enfin, vous voyez, c'est un peu maladroit, voilà. Donc ça, c'est maladroit. La scène, c'est maladroit. Alors après, ils nous ont expliqué que c'était pas la scène. Enfin, c'est un peu gros parce que les acteurs ont dit qu'on leur avait demandé de parodier la scène. Donc, il faudrait savoir. Vous voyez, on est un peu dans un espèce d'entre deux dans lequel finalement maintenant on fait en rétropédale pour pas assumer complètement le fait que c'était bien sûr volontaire tout ça. Mais voilà, c'est pas universel, vous voyez. Et c'est surtout, à la limite, vous voyez, ça serait dans le contexte franco-français. On en a vu bien pire, hein, Louis. On peut, nous les catholiques, on a été passé à la moulinette du blasphème. Hein. Je pense qu'on est en tête du parade. Donc il y a pas de problème. Là, c'est pas un truc entre Français, vous voyez. C'est un truc qui parle à des milliards de gens, donc ça peut choquer, vous voyez. Il faut choquer. Il y a des gens qui sont très pauvres qui regardent ça. Il y a des gens qui sont très croyants. Il y a des gens qui meurent pour leur foi. Il y a un article, je crois, dans Ouest France. Il y a des gens avec Mélenchon d'ailleurs. Voilà, il y a un article dans Ouest France, je crois, de Madame Mutin qui dit que c'est la religion qui est la plus victime de crimes, hein, et de combats. Voilà, c'est la réalité du monde aujourd'hui. Donc c'est pas très universel et c'est pas l'olympisme. Et je crois que c'était le point de Monseigneur Gomillard, ce qu'il a dit, il avait raison, je crois. Voilà, c'est pas l'olympisme, c'est très français, c'est pas universel, c'est très deuxième, troisième degré, et moi ça me dérange pas, mais ça n'a pas sa place forcément lors d'une cérémonie. À Delhi, à Valparaiso ou à Nouakchott. Et donc, alors là, on veut dire au monde, nous, vous voyez, c'est ça la liberté, nous, on peut faire comme ça, on peut tout faire. Ouais, ils ont d'autres sujets, les gens, vous voyez. Est-ce que c'est ça leur principale préoccupation? Est-ce que ça les fait rire? Je sais pas. Merci beaucoup, François Morinière. Merci d'avoir été avec nous, François, ce matin. C'était, à part ça, une magnifique cérémonie. Et quand même, pardon, Louis, mais il y a eu des images exceptionnelles. Évidemment, pour nous, les amoureux du sport, notamment l'accolade entre Zidane et Nadal a été magnifique. Enfin, voilà, il y a eu des moments vraiment magnifique. Et la fin, et juste pour ça, pour nos auditeurs, Louis, hein, Dieu réunit ceux qui s'aiment. C'était la dernière phrase de la cérémonie. Et donc ça, c'était une jolie conclusion qui nous a bien plu. Et c'est celle qui restera. Voyez, on l'espère. Voilà. Donc, gardons ça en tête. Et je pense que c'est ça qui est le plus beau, finalement. N'est-ce pas? Merci, François Morinière. Et à bientôt. Je rappelle que vous êtes membre fondateur de Holy Games, qui accompagne ces Jeux, qui accompagne les athlètes, notamment, parce que ça fait partie du cahier des charges des Jeux Olympiques, que les athlètes soient aussi accompagnés d'un point de vue spirituel. Et pour montrer que, quand même, encore un point, dimanche prochain à 10h, il y aura une rencontre interreligieuse, donc de tous les représentants des grandes religions, à l'initiative de l'Église catholique, au pied de Notre-Dame, sur le parvis, pendant 1 heure, et les grandes religions parleront de la paix. Voilà, ça sera le 4 août. C'était une initiative vraiment poussée par Thomas Barr, le président du CIO. Donc on est très heureux de se retrouver tous au pied de Notre-Dame pour parler de la paix. Voilà, le dimanche 4 août, 10h, au pied de Notre-Dame de Paris avec Thomas Barr et l'ensemble des religions qui seront réunies pour l'occasion. Merci beaucoup, François Morinière. Et donc, excellente suite des Jeux Olympiques, avec tous les jours des médailles qui arrivent, on l'espère, enfin qui sont déjà arrivées pour les Français et qui vont continuer à arriver. Gilles Brochard, juste un mot sur ce que a dit François Morinière, et puis on aura Frédéric Guillot dans un instant. Oui, ça fait du bien d'entendre. Il faut toujours faire la part des choses. C'est comme quand vous êtes à table, vous avez un menu, tout n'est pas forcément mauvais. Il faut savoir distinguer les choses. Alors moi, j'ai relu hier, je vais simplement pour nos éditeurs qui aiment lire, j'ai relu hier le discours de la décadence de Jean Cau. Alors Jean Cau, c'était quelqu'un qui a été honni dans les dernières années de sa vie. Il y a une biographie dont j'ai parlé ici, je crois, qui est remarquable, et Jean Cau mettait le doigt là où ça fait mal. Il avait fait un livre qui s'appelait Pourquoi la France, en disant que la France avait été complètement américanisée. Et il écrit ceci: et le tour sera joué grâce auquel on débraillera la nation française dans la multiculture et la multiracialité, où se dissoudra
perdra son identité. Qu'est-ce que la nation? Une volonté. Qu'est-ce que l'identité? Une même volonté qui rassemble, fond et durcit. Et au lieu de cela, l'éclatement en morceaux épars, le vaisseau explosant en 100 épaves qui s'entrechoqueront sur la mer ou dériveront au gré de 100 courants. C'est un petit peu ce qu'on est en train de voir. En quelle année écrivait Jean Caux? Ça, c'était le livre est sorti en 1993. Il a été réédité par les éditions de la Nouvelle Librairie avec des très beaux textes, notamment un texte qui s'appelle Contre-attaque. Et je pense que c'est assez vrai. Bon, c'est ce que dit un peu Philippe de Villiers aussi dans son livre. Moi, ce que je voudrais comprendre, c'est que la nation, évidemment, ça a été fait par 1000 ans d'histoire. On a vu tout à l'heure, on a parlé de Marie-Antoinette, qui a été, à mon avis, une des grandes fautes de la Révolution française. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Clémenceau qui disait que la Révolution est un bloc dont on ne peut rien distraire. Au contraire, la Révolution, c'est à la fois un élan, et puis on sait qu'il y a eu des étapes dans cette Révolution qui ont amené à ce qu'on a appelé la démocratie. Mais on peut toujours tout contester. Simplement, ce qui est intéressant, c'est de voir comment une nation se forme et se reforme, se reconstruit. Là, on était dans la déconstruction. Et c'est ce qui a heurté quand même à la fois les Français et ceux qui nous regardaient. Et lui aussi a été heurté. Il est avec nous, Frédéric Guillot, normalien agrégé d'histoire et qui nous a accompagnés tout au long de l'année au fil de ses chroniques, en passant la foi chrétienne à la loupe sur des points de l'histoire chrétienne. Bonjour Frédéric. Bonjour Louis. Alors justement, on va recueillir votre analyse ce matin, savoir, vous ne vous attendiez à rien de bon, Frédéric Guillot? Non, connaissant les goûts du chef de l'État, qu'on peut constater à l'Élysée, par exemple, quand on regarde la déco, je m'attendais à rien de très bon, mais ils ont réussi à nous surprendre. Alors, je dirais, normalement, une cérémonie d'ouverture des Jeux, ça devrait célébrer le sport et les vertus qui lui sont attachées, la beauté physique, le dépassement de soi, la ténacité. Et puis, bien sûr, aussi l'amitié entre les peuples et les vertus qui peuvent réunir les hommes, par-delà leurs différences de culture, la bravoure, la charité, l'entraide, ce qui suppose évidemment de veiller à n'offenser personne et à insister sur tout ce qui peut rassembler. Vous estimez qu'on a eu en fait une soirée privée? Ah oui, au lieu de ça, on a eu une soirée privée, oui, mais devant 2 milliards de téléspectateurs. Une soirée privée au cours de laquelle on nous a présenté un condensé particulièrement criard des lubies de l'oligarchie progressiste, la petite caste, une tentative d'imposer au monde ce qu'elle impose depuis déjà longtemps d'ailleurs aux Français, par le biais de l'art officiel, du théâtre subventionné et de la publicité. Alors ce sont des choses qui mettent en transe une minuscule minorité à l'intérieur du périphérique et que la terre entière était censée applaudir. Évidemment, elle n'a pas tellement applaudi. Autrefois, les bouffons se moquaient des puissants. Maintenant, ils se moquent du peuple, et même des peuples, je devrais dire, et leur crachent dessus en rigolant pour complaire au roi. Ah, vous voyez, Frédéric, 4 éléments essentiels. Oui, alors le premier, c'est très banal, c'est un peu la base, c'est la soumission de la haute culture, de la tradition française, à la sous-culture diversitaire mondialiste. Alors, c'était parfaitement incarné, en l'occurrence, par une déplorable chanteuse de prise unique, qui ne sait pas chanter, Aya Nakamura, et qui dispose de 50 mots de vocabulaire, chanteuse à laquelle ont été sommés de se soumettre les musiciens de la garde républicaine, qui se trémoussaient d'une manière absolument pathétique. Tout cela, bien sûr, devant l'Académie française, comme si toute l'histoire de la littérature et de l'art était faite pour aboutir au glapissement d'une petite gouape qui nous explique qu'elle n'est pas notre catin. Tant mieux. Que le général commandant la garde républicaine n'ait pas refusé un tel abaissement, ça en dit long sur l'état des institutions. Alors pourquoi humilier l'armée? On attend une explication du chef de l'État. Deuxième élément, c'est la vision de l'histoire officielle. Alors l'histoire de France, comme d'habitude, commence à la Révolution. Mais les choses s'aggravent. C'est plus en 1789, mais en 1793. Alors est-ce que les metteurs en scène ont voulu mettre en valeur? C'est ce que la Révolution a eu de pire. L'assassinat pur et simple, le crime, les rivières de sang, le massacre, la mort, la décapitation de la reine Marie-Antoinette. Tout cela sous les éructations d'un groupe de heavy metal. Alors la façade de la conciergerie fut donc couverte de sang, sous une musique atroce. Encore une fois, il ne s'agissait pas de déplorer cette horreur, je le précise pour les gens qui n'auraient pas vu, mais bien de la célébrer ou plutôt d'en rire. Alors évidemment, ce n'est pas drôle et personne n'a ri. Tout cela devant le roi d'Espagne, un Bourbon qui a dû apprécier notre sens de la fraternité. Même les soviétiques, quand ils voulaient célébrer la révolution de 17, ne mettaient pas en valeur le massacre de la famille impériale à coups de baïonnette. Admettons qu'on veuille célébrer la révolution. Pourquoi choisir les massacres d'innocents et non la fête de la Fédération? On attend une explication du chef de l'État. Troisième élément pour vous, il y a une promotion de la débauche.
Bah oui, ça c'est assez évident. Et du transsexualisme. Alors, cette obsession me paraît quasiment maladive. On se demande en effet pourquoi un événement mondial censé célébrer le sport Mm. se transforme forcément en gay pride. Autrement dit, en clip de promotion de l'homosexualité ostentatoire, des parties à trois, des drag queens, des hommes barbus qui s'habillent en femmes, Mm. des transsexuels et des orgies avec des types déguisés en schtroumpfs. Bon, on peut trouver ça marrant, mais qu'est-ce que ça fait là? L'infidélité, l'échangisme, le triolisme, les partout, ça existe. Mais pourquoi la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques doit-elle en faire la publicité? Circonstance aggravante devant les mômes. On attend une explication du chef de l'État. Alors, il a beaucoup de choses à expliquer, Bah le oui. chef de l'État. Il y a aussi, hein, c'est le quatrième élément, Frédéric, l'antichristianisme que vous estimez débridé. Ah oui, là, ils se sont vraiment donnés à cœur joie. Alors, la pièce de choix dans ce domaine, c'est évidemment la parodie du dernier repas du Christ, mimée par une brochette de drag queen en position lubrique, plus ou moins ridicule, auquel on apporte sous une cloche de grand restaurant un petit satyre peint en bleu sur son lit de salade et de petits légumes. Alors, il y a longtemps que les Français, et singulièrement les Français catholiques, payent de leurs impôts des artistes subventionnés qui passent leur temps à leur cracher dessus, mais je crois que notre patience a atteint ses limites. Ces gens gavés d'argent public, fonctionnaires de la rébellion, parangons de l'art officiel d'État, ne respectent rien ni personne et notre silence doit céder la place, je pense, à une sainte colère. J'ajoute qu'insulter la religion d'un milliard de téléspectateurs manifeste une conception toute personnelle de l'unité et de la fraternité olympique. La cérémonie a été tellement réussie que de nombreuses chaînes ont coupé la retransmission. Pourquoi profiter de cette cérémonie pour insulter les chrétiens? On attend une explication. Et ben voilà, une explication du chef de l'État. Ben justement, Et oui, ça sera 4 éléments que l'on pourra retenir. Merci Frédéric Guillot, hein, pour ces éléments de précision, ces détails que vous avez apportés et ce regard sur la sainte colère que vous avez manifesté ce matin. Je rappelle que vous êtes normalien agrégé d'histoire et que vous avez publié La foi chrétienne à la loupe et que vous avez accompagné tout au long de cette année pour une chronique à retrouver sur le site de la radio. À présent, Samuel Peterschmidt, qui est des nôtres. Hein. Gilles Brochard est toujours avec nous, journaliste culture. Il nous accompagne encore pendant quelques minutes. Et Samuel Peterschmidt est pasteur de l'église évangélique La Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Bonjour, monsieur le pasteur. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous allez écrire à Emmanuel Macron vous-même, hein? Oui, nous avons décidé, enfin j'ai décidé de lui envoyer un courrier puisque, comme l'a dit le chroniqueur qui m'a précédé, nous nous sommes sentis nous-mêmes insultés dans nos convictions, insultés dans notre foi. Et c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ça fait longtemps que le vase, ces derniers temps, se remplit et là, manifestement, ça n'a plus de limite. Qu'est-ce que vous allez dire au chef de l'État? Eh bien, nous allons lui dire que nous avons été outrés par ce que nous avons vu, mais cela, je crois qu'il le sait déjà, il l'entend de partout. Mais nous allons aller plus loin. Nous voulons aussi revenir sur ce sentiment que notre liberté est de plus en plus restreinte, que les lois qui viennent d'être votées ces 2 dernières années touchent directement aussi à notre liberté d'expression. Et s'il est vrai que nous ne cherchons absolument pas à ce que les Français deviennent chrétiens, nous voudrions que les chrétiens puissent rester français. Et c'est dans ce sens-là que nous nous sentons sous bien des angles et à bien des égards agressés, mais agressés aussi par des lois qui nous interdisent de parler librement. Lesquels, par exemple? Écoutez, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, lorsque vous commencez à aborder, tout en étant respectueux, mais un avis différent que celui sur la transsexualité ou l'homosexualité, vous êtes tout de suite taxé d'homophobe, vous êtes tout de suite mis au banc des accusés. Lorsque, par exemple, moi, en tant que pasteur, j'ai quelqu'un qui vient et qui demanderait la prière parce qu'il a un problème avec son homosexualité, parce qu'il voudrait vivre autre chose, on va m'accuser de thérapie de conversion.
Mais en quoi un pasteur n'aurait-il pas le droit de prier pour quelqu'un qui vient et qui librement est venu, qui désire la prière et qui désire de l'aide parce qu'il ne se sent pas bien, par exemple, dans son homosexualité? Pourquoi nous taxerions-nous, pourquoi tomberions-nous sous l'effet de cette loi? Vous estimez, Samuel Peter Schmidt, et je vous demanderai une réponse rapide, s'il vous plaît, parce qu'on arrive au terme de cette émission. Vous estimez que cette cérémonie d'ouverture donc est un point supplémentaire qui s'ajoute donc à des éléments ou à des éléments que vous estimez tout à fait inconvenants? Absolument. Absolument. Elle fait, comme je l'ai dit, c'est cette goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais qui me rend aussi conscient que, eh bien, le christianisme aujourd'hui en France devient coupable. On est bientôt coupable d'être chrétien. Cette lettre, c'est une lettre ouverte? C'est une lettre ouverte. On peut la signer. Elle se trouve sur change.org et puis tous les chrétiens qui se reconnaissent de la grande famille du Christ, eh bien, peuvent soutenir cette pétition. C'est vous qui l'avez écrite? C'est moi qui l'ai écrit. Voilà. Et donc, on peut la retrouver donc sur change.org et puis voir ce que vous dites à Emmanuel Macron, qui donc, en écho à la chronique précédente de Frédéric Guillot, a donc des éléments d'explication à apporter par rapport à cette cérémonie d'ouverture. Merci Samuel Peter Schmidt. Je vous souhaite une excellente journée. Merci, à bientôt. Gilles Brochard, il nous reste 2 minutes pour conclure en quelque sorte. 1 minute rapidement, Gilles, pour essayer de prendre la... Moi, je retiendrai la définition de cette soirée par Thomas Joly, un des organisateurs, qui a dit « Notre intention était d'inclure », et je pense que le résultat était plutôt d'exclure, et je le regrette, malgré certaines formes de panache qu'on a vues dans le ciel et sur la scène. C'est une fête olympique, donc retrouvons les valeurs de l'olympisme, retrouvons ce que disait Pierre de Coubertin et ce qui n'a jamais cessé de hanter tous ceux qui se soumettent à la loi du sport, c'est-à-dire la loi de générosité, de fraternité et d'espérance. Merci Gilles Brochard. On a essayé de prendre la mesure de cet événement et puis d'accueillir aussi toutes les réactions que nous avons reçues par rapport à cette cérémonie d'ouverture. Je vous souhaite une excellente journée.